Bonjour et bienvenue dans Africa News Today, votre rendez-vous d'information hebdomadaire. Je suis Pascal Kenya et voici les titres. La campagne électorale centrafricaine est lancée. Notre correspondant à Bangui a pris le pouls de certains électeurs à 15 jours du scrutin. Après le chaos, les habitants des villes voisines d'Ouvira, dans l'est de la République démocratique du Congo, prises par le M23 la semaine dernière, constatent les dégâts. La communauté Akwak, au Soudan du Sud, lutte contre l'empiètement de l'eau sur ses terres en construisant des digues avec de l'argile. Alors que l'élection présidentielle en Centrafrique aura lieu le 28 décembre prochain, le coup d'envoi de la campagne a été donné à Bangui par le président sortant Faustin Archange Touadéra. Un reportage de Joël Kouam et Serge Léger, Cop Pacpa. C'est en véritable rockstar que Faustin Archange Touadéra a fait son apparition ce 13 décembre 2025 au stade Omnisport de Bangui pour l'ouverture officielle de la campagne électorale. Revenant des 6 buts où il a lancé les hostilités, c'est une foule hystérique qui l'attendait. Son équipe mise déjà sur la forte mobilisation pour aller au bout de cette échéance le 28 décembre prochain. J'ai vu la population se mobiliser pour cette élection, pour la victoire du chef de l'État, du professeur Faustin Archange Touadéra, le candidat numéro 1, le champion du mouvement Cœurs Unis au premier tour. L'homme qui vise un deuxième mandat se voit déjà battre ses opposants par un chaos. Pour ses supporters, l'argument de la paix et le retour de la stabilité suffisent pour lui redonner une nouvelle motion de confiance face aux autres candidats en lice. Vous voyez, il y a la joie, il y a l'engouement et il y a beaucoup d'émotions. Parce que nous voyons que la population a compris qu'il faut la paix. Et la population centrafricaine veut la paix avec le président Faustin Archange Touadéra. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes tous aussi vraiment dans la joie pour débuter ce lancement de campagne présidentielle, législative, régionale et municipale. Mais bien avant le début de la campagne, l'opposant Anissé Georges Doleguélé a profité pour dévoiler un programme axé sur 25 piliers sociaux, parmi lesquels la construction d'un État fort et la relance économique du pays. Sans un État fort, il n'y a ni développement, ni stabilité, ni avenir. Le troisième pilier, c'est la relance de l'économie et la création des opportunités pour tous. Nous voulons un pays où l'initiative est encouragée, où le travail paye. Alors que le candidat de l'opposition a annoncé le ralliement de l'ancien ministre et allié de Faustin Touadéra, le nommé Serge Bokassa, le chef de file de l'opposition s'en est d'ailleurs pris violemment au camp du pouvoir qu'il accuse de contester sa nationalité. L'architecture de la démocratie centrafricaine s'est écroulée. On distribue la nationalité à tour de bras. On parle même de la distribuer par tokenisation, par je ne sais pas quoi. Et pendant ce temps, on conteste la nationalité des compatriotes. La campagne est ainsi ouverte pour 2 semaines dans un contexte très tendu selon l'ONU. Les candidats, dont le président Faustin Archange Touadéra, ont appelé à une campagne apaisée. Après la prise de la ville d'Ouvira dans l'est de la RDC par les troupes du M23 le 10 décembre dernier, les affrontements entre les rebelles et les forces armées nationales ont laissé des traces dans les villes voisines de Kamanyola, Katogota et Luvungi. Presque une semaine après la chute d'Ouvira, la vie reprend timidement son cours. Les traces des affrontements entre les forces armées congolaises et les rebelles de l'AFC M23 sont encore visibles dans les villes de Kamanyola, Katogota et Luvungi. Mais les habitants sortent petit à petit de chez eux. C'est le cas notamment de Samuel Mazikitiko. Il y a eu tellement de morts. J'ai personnellement vu un conducteur de moto qui se trouvait devant moi à Luberizi. Une bombe est tombée devant chez lui. Alors que les gens fuyaient, des gens sont morts. Près de 9 personnes sont mortes à Songé également. Les gens sont morts à cause des bombes. Depuis le 10 décembre, jour de l'entrée des rebelles soutenus par le Rwanda, au moins 400 personnes ont péri dans les combats et environ 200 000 ont été déplacés selon les autorités locales. Beaucoup de gens avaient peur. Il y a eu beaucoup de coups de feu. Certains ont fui, d'autres sont morts. Mais nous remercions Dieu d'être en vie.
Samedi, les banques étaient fermées à Uvira. Seules quelques rares personnes se sont aventurées dehors dans la journée, mais plus aucune ombre après le coucher du soleil, car les combattants armés de la FCM 23 patrouillaient dans les rues. Un climat de peur règne sur cette ville stratégique de l'Est de la RDC. Certaines personnes ont quitté la ville, mais nous sommes restés. Même si les choses ne sont pas encore revenues à la normale, nous n'avons pas repris nos activités habituelles parce qu'il n'y a pas d'argent qui rentre. Nous avons passé 2 jours à la maison. Personne ne travaillait, mais nous sommes en bonne santé. La prise d'Uvira permet aux rebelles de la FCM 23 de contrôler la frontière terrestre entre la RDC et le Burundi, et notamment de priver Kinshasa du précieux soutien militaire de Bujumbura. Et après la prise d'Uvira, que peuvent attendre les Congolais dans les prochains jours? Quelle est la stratégie des rebelles du M23? Nous vous apporterons des éléments de réponse grâce à l'analyse du politologue Christian Moleka. Après la chute d'Uvira, les questions se multiplient quant à une éventuelle progression des rebelles de l'AFC M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon le politologue congolais Christian Moleka Kibangu, plusieurs options militaires sont désormais envisageables, notamment une poussée vers le Katanga. Après Uvira, l'M23 a 3 possibilités, soit partir de Walikale et aller vers le Maniema et Kindu, soit aller vers le nord, donc Kisangani, ou aller vers le sud, les Katanga. Et je crois que la probabilité la plus forte d'aller vers le sud, vers le Katanga, parce qu'ils sont sur Uvira et donc sur le lac Tanganyika, qui donne également ouverture vers Kalemi et Tanganyika. Mais également, à partir des montagnes du plateau d'Imitambwe, ils peuvent descendre vers le Katanga. Le Katanga est un enjeu stratégique, il est le coffre-fort financier de Kinshasa, y compris pour la rébellion s'ils prenaient le contrôle de la province, mais également ils peuvent trouver une forme de terreau de soutien politique quand on connaît l'hostilité d'une partie des leaders katangais vis-à-vis du régime de Kinshasa. Et aujourd'hui, il y a beaucoup trop de tensions communautaires également, et donc le Katanga peut être un allié beaucoup plus propice pour la rébellion que d'aller vers Kisangani. Pour éviter que leur maison ne soit ensevelie sous les eaux, les Akwak, communauté sud-soudanaise qui vit sur le canal du Nil, reconstruisent chaque année à main nue les défenses de la rivière à l'aide d'argile et de papyrus. Les crues nourrissent l'appréhension pour les membres de la communauté Akwak au Soudan du Sud. Au quotidien, ces populations doivent reconstruire les défenses de la rivière en utilisant de l'argile et du papyrus afin de protéger leurs huttes situées le long d'un des innombrables canaux formés par le Nil, développant une résilience inédite face aux inondations dans l'état de Jonglei. Le sol n'est pas bien compacté, c'est la raison pour laquelle l'eau s'écoule. Il existe donc des endroits où l'eau peut monter, car c'est un édifice fabriqué à la main. Il faudra donc l'entretenir comme le fait Agnette. Il mettra de la terre par-dessus et la compactera. Pour construire les îles, nous commençons par étendre de l'herbe là où nous voulons élever le sol. Puis nous allons couper du papyrus que nous placerons sur l'herbe. Et ensuite, nous mettrons de la terre par-dessus. C'est ainsi que l'on rend le sol plus solide et plus haut. Le changement climatique transforme le mode de vie de cette population en une bataille existentielle contre l'eau, alors que le Soudan du Sud subit des inondations catastrophiques pour la 6e année consécutive. Nous faisons cela chaque année parce que nous vivons sur une terre basse. Chaque fois que l'eau monte avec les crues du Nil ou l'eau de pluie, nous devons faire cela pour nous protéger. Le plus jeune État du continent est considéré comme le 7e pays le plus vulnérable au changement climatique au monde. Cette année déjà, plus de 375 000 personnes ont été déplacées par les inondations dans ce pays d'Afrique de l'Est, selon l'ONU. Et comme chaque semaine dans Africa News Today, place à notre agenda de la semaine et ces quelques dates à retenir. Le ministre éthiopien des Finances est attendu à Londres les 15 et 16 décembre pour une conférence de la Banque africaine de développement. Cette rencontre de 2 jours vise à mobiliser des ressources pour le Fonds africain de développement destiné aux pays africains à faible revenu. Le Congrès du travail du Nigeria appelle à une manifestation nationale pour le 17 décembre.
Le parti dénonce la détérioration de la situation sécuritaire dans le pays et condamne les activités des bandits et des kidnappeurs. Le 21 décembre a lieu le match inaugural de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 organisée au Maroc. Membre du groupe A, le pays hôte devra affronter le Mali, la Zambie et les Comores durant la première phase de poule. Le deuxième sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, AES, se déroule les 22 et 23 décembre à Bamako, au Mali. Les dirigeants du Burkina Faso, du Niger et du Mali échangeront sur des dossiers institutionnels comme l'état d'avancement de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement. C'est la fin d'Africa News Today. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Pour plus d'informations, restez sur Africa News et africanews.com.